Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Noël a toujours été ma fête préférée. Les lumières, la nourriture, cette sensation d'appartenir à un endroit chaud alors que le monde extérieur devient froid et sombre. Alors, quand mon petit ami Kevin m'a invité à passer les fêtes avec sa famille dans leur ferme à Cedar Rapids, dans l'Iowa, j'ai pensé que ce serait parfait. Nous étions ensemble depuis 8 mois, et les choses devenaient suffisamment sérieuses pour que rencontrer toute sa famille élargie semble être l'étape naturelle suivante. Je me souviens avoir fait ma valise ce jeudi matin, enroulant soigneusement les cadeaux que j'avais achetés pour ses parents et ses 2 sœurs, me sentant nerveuse mais excitée. Ma propre famille s'était dispersée à travers le pays après le divorce de mes parents en 2015, alors l'idée d'un dîner de Noël traditionnel avec une vraie famille me semblait sortir tout droit d'un film. Kevin ne cessait de me dire à quel point il m'adorait, à quel point sa mère préparait le meilleur jambon glacé au miel, à quel point son père s'endormirait dans son fauteuil après le dessert, comme chaque année. J'ai cru chaque mot. Nous sommes arrivés vers 16h, le 23 décembre 2023. La ferme se trouvait au bout d'une longue allée de gravier, entourée de champs gelés et plats qui s'étendaient à perte de vue comme un océan de brun et de blanc. Elle était plus grande que je ne l'imaginais, une structure en bois de 2 étages, peinte en bleu pâle, avec une véranda enveloppante décorée de guirlandes lumineuses et de cannes en plastique. Il y avait déjà 5 ou 6 voitures garées devant quand nous sommes arrivés, et j'ai pu voir des ombres bouger derrière les fenêtres givrées. Kevin m'a serré la main et m'a souri avant que nous ne descendions de voiture. Le froid m'a immédiatement frappé, ce vent tranchant de l'Iowa traversant mon manteau comme s'il n'était que papier. Sa mère, Darlene, une femme robuste aux cheveux argentés relevés en chignon, a ouvert la porte d'entrée avant même que nous n'atteignions les marches du porche. Elle a serré Kevin dans ses bras pendant longtemps, le berçant d'avant en arrière comme s'il était encore un petit garçon. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, son sourire est resté en place, mais quelque chose derrière ses yeux a changé. Elle m'a regardé de haut en bas lentement, puis a dit « Alors, c'est toi ». Pas « Enchanté de te rencontrer », pas « Bienvenue », juste « Alors, c'est toi ». À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et la fumée de bois, et le salon était rempli de monde. Kevin m'a présenté à tout le monde si vite que je pouvais à peine retenir les noms et les visages. Son père, Donald, un homme maigre avec une moustache grise et des yeux profondément enfoncés, m'a serré la main sans dire un mot. Sa sœur aînée, Tammy, qui ressemblait à une version plus dure de Darlene, m'a fait un signe de tête rapide depuis l'autre bout de la pièce. Sa sœur cadette, April, a au moins souri, bien que ce sourire se soit évanoui dès que sa mère la regardait. Il y avait des tantes, des oncles et des cousins éparpillés sur les canapés et les chaises pliantes, et chacun d'eux semblait interrompre ses conversations quand j'entrais. Le sapin de Noël dans le coin était énorme, couvert de ce qui semblait être des décennies de décoration, et au-dessus de la cheminée était accroché un panneau en bois sur lequel était écrit « La famille d'abord, la famille pour toujours ». J'ai essayé de faire la conversation avec quelques personnes, demandant comment s'était passé leur trajet ou commentant les décorations, mais chaque réponse que j'ai reçue était courte et abrupte. Kevin disparaissait constamment pour aider en cuisine ou pour rattraper des parents qu'il n'avait pas vus depuis des mois, me laissant seul dans une pièce pleine d'inconnus qui n'avaient clairement aucun intérêt à me faire sentir la bienvenue. Le dîner ce premier soir était inconfortable d'une manière que j'ai encore du mal à décrire. Nous étions tous entassés autour d'une longue table dans la salle à manger, et Darlene a pris soin de me placer à l'extrémité opposée, aussi loin de Kevin que possible. Il était coincé entre ses sœurs près de la tête de table, et chaque fois que j'essayais d'attirer son regard, quelqu'un se penchait pour lui parler ou passait un plat qui bloquait ma vue. La nourriture était bonne, je m'en souviens, mais je pouvais à peine en goûter le goût. Les conversations se déroulaient autour de moi, mais jamais ne m'incluaient. À un moment donné, Tammy a fait une remarque sur le fait que Kevin ramenait de meilleurs choix à la maison quand il était à l'université, et toute la table a ri, sauf Kevin, qui fixait simplement son assiette. J'ai attendu qu'il dise quelque chose pour me défendre, mais il est resté silencieux. Après le dîner, Darlene m'a demandé d'aider à débarrasser la table pendant que les autres se rendaient au salon pour le café et la tarte. J'ai passé 20 minutes seul dans cette cuisine, à gratter les assiettes et à charger le lave-vaisselle, en écoutant les rires venir de l'autre pièce. Quand j'ai enfin terminé et que je suis allé les rejoindre, la conversation s'est arrêtée dès que je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Darlene m'a regardé avec ce même sourire plat et a dit « Oh, nous parlions juste de choses de famille. »
Tu ne comprendrais pas. Cette nuit-là, Kevin et moi avons dormi dans sa vieille chambre d'enfant, une petite pièce au 2e étage avec des posters décolorés de joueurs de basket toujours collés au mur. J'ai essayé de lui dire ce que je ressentais, à quel point sa famille me semblait froide, à quel point le commentaire pendant le dîner m'avait blessé. Il a soupiré, s'est frotté le visage et m'a dit que j'étais trop sensible, que sa famille était comme ça avec les nouvelles personnes, que je devais leur laisser du temps. Il s'est endormi en quelques minutes, mais je suis resté éveillé pendant des heures, à fixer le plafond et à écouter la vieille maison craquer et s'installer autour de moi. À un moment donné, après minuit, j'ai entendu des pas dans le couloir à l'extérieur de notre porte. Ils se sont arrêtés juste devant la pièce et sont restés là pendant ce qui m'a semblé être 5 longues minutes avant de finalement s'éloigner. Je me suis dit que ce n'était rien. Probablement juste quelqu'un allant aux toilettes. Mais le sommeil ne m'est pas venu facilement après ça. Quand j'ai finalement sombré, j'ai rêvé d'être enfermé dans une pièce sans porte tandis que des personnes sans visage se pressaient contre les murs en me regardant. Je me suis réveillé à la lumière grise du matin et à l'odeur de bacon montant de l'étage inférieur. Et pendant un bref instant, je me suis laissé croire que peut-être, aujourd'hui serait différent. Peut-être qu'ils avaient juste besoin de s'habituer à moi. Le réveillon de Noël a commencé avec un petit déjeuner dans la cuisine, et j'ai fait des efforts pour être utile et amical malgré ma fatigue. J'ai proposé d'aider Darlene à cuisiner, mais elle m'a dit qu'elle avait tout sous contrôle et que je ferais mieux de rester à l'écart. Alors, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café pendant que les femmes de la famille s'affairaient autour de moi, se parlant entre elles comme si je n'étais même pas là. Vers midi, d'autres parents ont commencé à arriver, et la maison est devenue plus bruyante et plus bondée. J'ai remarqué que les gens continuaient à avoir des conversations chuchotées qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Kevin n'était d'aucune aide. Il a passé la plupart de la journée dehors avec son père et ses oncles, travaillant sur quelque chose dans la grange. Et chaque fois que j'ai essayé d'aller le trouver, un de ses parents me redirigeait vers l'intérieur avec une excuse. En fin d'après-midi, j'avais cette sensation grandissante de terreur qui montait dans ma poitrine, comme si quelque chose arrivait que je ne pouvais pas voir. La façon dont il me regardait quand il pensait que je ne faisais pas attention. La façon dont Amy avait commencé à noter des choses dans un petit carnet chaque fois que je disais quelque chose. La façon dont Donald avait pris les clés de ma voiture accrochées près de la porte d'entrée et les avait glissées dans sa poche quand il pensait que personne ne regardait. Je l'ai vu faire. J'ai vu, et je n'ai rien dit parce que je me répétais que j'imaginais des choses. C'est arrivé après le dîner, vers 20h. Nous venions de finir de manger et j'aidais à pris la portée des plats à la cuisine quand Darlene est apparue dans l'embrasure de la porte et m'a dit que la famille voulait avoir une conversation avec moi dans le salon. Sa voix était calme, presque agréable, mais il y avait quelque chose en dessous qui a fait se contracter chaque muscle de mon corps. Je l'ai suivi, m'attendant peut-être à une tentative maladroite de créer des liens ou à une sorte de tradition de Noël que je ne connaissais pas. Au lieu de cela, je suis entré dans une pièce où chaque membre de la famille de Kevin était assis en cercle de chaises, et il y avait une chaise vide au milieu, face à eux tous. Les lumières du sapin de Noël clignotaient en rouge et vert derrière eux. Le feu crépitait dans la cheminée, et Kevin était assis entre sa mère et son père, sans me regarder. Darlene a fait un geste vers la chaise vide et a dit « Assieds-toi, ma chérie. Nous devons parler de certaines préoccupations. » Mes jambes ont bougé avant que mon cerveau ne puisse suivre. Et soudain, j'étais assis sur cette chaise, entouré de 15 ou 16 personnes, toutes me fixant avec des expressions allant du froid à ouvertement hostile. La porte d'entrée était derrière moi, mais quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, j'ai vu qu'un des oncles de Kevin, un homme énorme nommé Bear avec des mains comme des assiettes à dîner, s'était positionné directement devant elle. Tammy a parlé la première. Elle a ouvert son petit carnet et a commencé à lire comme si elle présentait des preuves dans une salle d'audience. Elle a énuméré des dates et des incidents, des choses que j'avais apparemment faites de travers au cours des 8 derniers mois. Le jour où j'avais convaincu Kevin de sauter le dîner d'anniversaire de sa mère parce que nous avions des billets de concert. La façon dont j'avais monopolisé ses week-ends pour qu'il ne puisse pas rentrer à la maison aider à la ferme. Comment j'avais changé son alimentation, son horaire de sommeil, ses priorités. Elle a dit que je l'isolais de sa famille, que je le manipulais, que j'essayais de le retourner contre les personnes qu'il avait aimées toute sa vie. Chaque accusation m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai essayé de répondre, d'expliquer que Kevin avait fait ses propres choix, que nous construisions une vie ensemble en ville, que rien de tout cela n'était un plan sinistre. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, quelqu'un d'autre m'interrompait. Donald a parlé de la façon dont Kevin appelait à la maison tous les dimanches et que maintenant,
Ils avaient de la chance s'ils avaient de ces nouvelles une fois par mois. Darlene a versé de vraies larmes en décrivant comment son bébé lui échappait. Une tante dont je n'ai jamais su le nom m'a traité de serpent. Le mot a plané dans l'air comme de la fumée, un serpent. Et pendant tout ce temps, Kevin est resté assis là, penché en avant, les coudes sur les genoux, fixant le sol et ne disant absolument rien. Après environ 1 heure de cela, j'ai enfin trouvé ma voix. Je me suis levé de la chaise et j'ai dit que j'en avais assez, que je n'allais pas rester assise et me faire attaquer, que je voulais partir. La pièce est devenue silencieuse. Darlene a échangé un regard avec Donald, puis Donald a mis la main dans sa poche et en a sorti mes clés de voiture. Il les a tenues en l'air, les laissant pendouiller de ses doigts, et a dit « Tu ne vas nulle part avant que nous ayons terminé cette conversation. » J'ai demandé mes clés. J'ai essayé de garder ma voix ferme, mais je pouvais l'entendre trembler. Il a simplement secoué la tête lentement, comme si j'étais une enfant qui ne comprenait pas les règles. Je me suis tourné vers Kevin, le suppliant des yeux de faire quelque chose, de dire quelque chose, de se lever et de dire à sa famille que c'était insensé. Il m'a finalement regardé. Et pendant 1 seconde, j'ai cru voir quelque chose comme de la culpabilité dans son expression. Mais ensuite, Darlene a posé sa main sur son bras et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et il a détourné le regard à nouveau. C'était le moment où j'ai réalisé que j'étais complètement seul dans cette maison. J'ai sorti mon téléphone pour appeler quelqu'un. N'importe qui. Peut-être mon amie Lisa en ville ou même la police. Mais avant même que je ne puisse déverrouiller l'écran, Bear était debout juste à côté de moi. Il ne m'a pas touché ni ne m'a attrapé, mais il s'est penché près de moi et a dit d'une voix grave et grondante, « Range ça. Nous réglons les choses à l'ancienne dans cette famille. Tu ne veux pas savoir ce que ça signifie. » Les 2 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Ils m'ont fait m'asseoir à nouveau sur cette chaise et, un par un, chaque membre de la famille a pris la parole pour me dire tout ce qui n'allait pas chez moi. Mon travail, mes vêtements, le fait que je n'allais pas à l'église, la façon dont je riais trop fort, comment j'avais apparemment regardé le père de Kevin de la mauvaise manière pendant le dîner. Ils avaient une liste entière de conditions que je devrais accepter si je voulais rester avec Kevin. Je devrais déménager plus près de la ferme. Je devrais assister au dîner du dimanche chaque semaine. Je devrais demander la permission de Darlene avant de prendre toute décision importante affectant Kevin. Ils avaient tout imprimé sur une feuille de papier comme un contrat, et Tammy me l'a fait glisser avec un stylo. J'ai fixé ce papier pendant longtemps. Le feu s'était réduit en braise. Les lumières du sapin de Noël continuaient de clignoter leurs motifs joyeux. Dehors, je pouvais entendre le vent hurler à travers ces champs gelés. Et j'ai pensé à quel point le voisin le plus proche devait être loin, à quel point personne ne m'entendrait si je criais. J'ai regardé Kevin une dernière fois, cherchant un signe qu'il m'aiderait, qu'il se lèverait pour nous. Il n'a même pas croisé mon regard. Alors, j'ai pris le stylo, puis je l'ai reposé et j'ai dit « non ». Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Darlene est passé de choqué à furieux en un battement de cœur. Elle a commencé à dire quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé finir. Je me suis levé si vite que la chaise a basculé derrière moi, et j'ai commencé à parler assez fort pour que ma voix remplisse toute la pièce. Je leur ai dit que ce qu'ils faisaient était insensé, que retenir quelqu'un contre son gré était un crime, que j'appellerais la police dès que je sortirais de là, et qu'ils devraient tous s'expliquer. Je tremblais, mon corps entier tremblait, mais quelque chose en moi avait craqué, et je n'allais pas laisser ces gens me briser. J'ai pointé Donald du doigt et j'ai exigé mes clés. J'ai pointé Bear et je lui ai dit de s'éloigner de la porte. Puis j'ai regardé Kevin, vraiment regardé, et j'ai dit, si tu ne te lèves pas maintenant et ne sors pas d'ici avec moi, c'est fini pour toujours. La pièce a retenu son souffle. Le visage de Kevin était devenu pâle, et je pouvais voir sa mâchoire travailler comme s'il essayait de mâcher quelque chose de dur. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, il s'est levé. Darlene a attrapé son bras, mais il l'a repoussé. Il est allé vers son père, a tendu la main et a dit « Donne-lui les clés, papa ». Donald l'a regardé longtemps, quelque chose de les passant derrière ses yeux, mais Kevin n'a pas cédé. Et finalement, lentement, Donald a laissé tomber les clés dans la paume de Kevin. Nous avons quitté cette maison ensemble, et personne n'a essayé de nous arrêter. Peut-être étaient-ils trop choqués. Peut-être ont-ils réalisé qu'ils étaient allés trop loin. Je ne sais pas, et je m'en fiche. L'air froid m'a frappé comme une gifle quand nous avons mis le pied sur le porche, et je n'avais jamais été aussi reconnaissante de quoi que ce soit dans ma vie.
Kevin a conduit parce que je tremblais trop pour tenir le volant. Nous n'avons pas parlé pendant la première heure, nous contentant de rouler dans la nuit noire de l'Iowa avec rien d'autre que des champs et du silence autour de nous. Quand nous nous sommes enfin arrêtés dans une station-service quelque part près de Des Moines, je suis sorti et j'ai vomi sur le parking. Kevin m'a tenu les cheveux en arrière et n'a cessé de dire qu'il était désolé, encore et encore, comme un disque rayé. J'avais envie de lui crier, de demander pourquoi il n'avait rien dit plus tôt, pourquoi il avait laissé cela durer si longtemps, mais j'étais trop épuisé. Nous avons roulé toute la nuit et sommes arrivés en ville à l'aube, le matin de Noël. J'ai passé les fêtes seul dans mon appartement, mangeant des céréales et fixant le mur, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Kevin et moi avons essayé de faire marcher les choses pendant quelques semaines après cela. Mais quelque chose entre nous s'était brisé dans ce salon, et il n'y avait aucun moyen de le réparer. J'ai mis fin à notre relation en janvier, et je ne lui ai plus parlé depuis. Cela fait presque 1 an maintenant, et je pense encore à cette nuit plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais signé ce papier. Si j'avais cédé et les avais laissés me façonner en ce qu'ils pensaient que Kevin méritait. Serais-je encore en train de me rendre à cette ferme chaque dimanche, assise à cette longue table, faisant semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas? Cette pensée me rend malade. J'ai appris quelque chose d'important dans ce salon, entouré de personnes qui avaient décidé que j'étais l'ennemi avant même que je ne franchisse la porte. J'ai appris que certaines familles ne sont pas construites sur l'amour. Elles sont construites sur le contrôle, sur une loyauté qui ressemble davantage à de la peur, sur des traditions qui existent pour maintenir tout le monde en ligne. Et j'ai appris que peu importe à quel point tu veux quelqu'un, peu importe à quel point tu penses l'aimer, tu ne peux pas sauver une personne qui ne veut pas se sauver elle-même. Kevin a fait son choix quand il est resté assis en silence et les a laissés me déchirer. Il a fait un autre choix quand il s'est finalement levé, mais c'était trop tard. Les dégâts étaient faits. J'espère qu'il va bien, où qu'il soit. J'espère qu'il trouvera finalement la force de se libérer de cette famille pour de bon. Mais ce n'est plus mon combat. Je suis sorti, et chaque Noël depuis, je célèbre seul avec du vin bon marché, un film et les portes verrouillées. Ce n'est pas le Noël chaleureux en famille dont je rêvais, mais au moins je suis en sécurité. Au moins je suis libre. Chaque année depuis que je suis enfant, le 24 décembre signifiait la même chose, le chaos, les rires, et m'endormir au parfum des aiguilles de pin et de la cannelle. Mais après ce qui s'est passé en 2023, cette date porte désormais un poids que je n'arrive pas à secouer. Ma femme Stéphanie et moi venions d'acheter notre première maison dans une banlieue tranquille à l'extérieur de Denver, au Colorado. Une maison à 2 niveaux avec un grand jardin où nos 2 enfants, Harper et Miles, pourraient enfin avoir de l'espace pour courir. Nous avions emménagé en octobre, et je me souviens avoir pensé à quel point ce serait parfait d'y organiser notre premier vrai Noël. Mes parents sont venus le réveillon, ainsi que la sœur de Stéphanie et son mari. Nous avons tout fait, du lait de poule, des chants de Noël à la télévision, les enfants laissant des biscuits pour le Père Noël. Tout le monde est parti vers 23h, et vers minuit, Stéphanie et moi avions fini de placer tous les cadeaux sous le sapin. J'avais 34 ans ce décembre-là, et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir ma vie en main, d'avoir construit quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Nous sommes allés nous coucher épuisés, mais heureux. Ce genre de fatigue qui vient d'une bonne journée passée avec les personnes que l'on aime. Je me suis réveillé à 2h14 du matin. Je connais l'heure exacte parce que j'ai vérifié mon téléphone dès que mes yeux se sont ouverts, agacé contre moi-même de m'être réveillé alors que j'avais peut-être 4 heures avant que les enfants ne débarquent dans notre chambre. Au début, j'ai pensé que ce n'était rien. Peut-être juste mon corps qui s'adaptait à la nouvelle maison qui s'installait dans le froid. Mais ensuite, je l'ai entendu à nouveau. Un froissement doux et papier venant de l'étage inférieur. Ma première pensée a été pour Harper. Elle avait 7 ans et n'arrêtait pas de parler de son envie de voir ce que le Père Noël avait apporté. J'ai imaginé qu'elle s'était faufilée en bas pour jeter un coup d'œil aux cadeaux, peut-être même qu'elle avait commencé à déballer un coin comme elle l'avait fait l'année précédente chez mes parents. Je me suis glissé hors du lit lentement, ne voulant pas réveiller Stéphanie, et j'ai marché vers le couloir en pyjama et un vieux t-shirt de fac. Je n'ai pas allumé les lumières parce que je voulais surprendre Harper en flagrant délit, peut-être lui faire une petite peur et la renvoyer au lit avec un avertissement. J'ai descendu les premières marches, mes pieds nus silencieux sur la moquette. Et c'est alors que j'ai vu quelque chose qui a fait se figer chaque muscle de mon corps. Il y avait un homme à genoux à côté de notre sapin de Noël. Il me tournait le dos, penché sur le tas de cadeaux,
et utilisait une sorte de lame pour couper le papier d'emballage avec des mouvements soigneux et délibérés. Il portait des vêtements sombres et un bonnet rouge du Père Noël qui semblait à la fois absurde et terrifiant, le pompon blanc tremblant légèrement tandis qu'il travaillait. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de traiter ce que je voyais. J'ai pensé que je rêvais peut-être, ou qu'un de nos parents était revenu chercher quelque chose qu'il avait oublié. Mais ensuite, l'homme a bougé, et j'ai vu la façon dont il se déplaçait, méthodique, pratiqué, comme s'il avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Il ne se pressait pas. Il n'était pas nerveux. Il triait les cadeaux de Noël de mes enfants comme s'il avait tout son temps. Et ce calme était plus effrayant que tout le reste. Je me suis plaqué contre le mur de la cage d'escalier, essayant de devenir invisible, essayant de réfléchir. Mon téléphone était en haut sur la table de nuit. Stéphanie dormait. Mes enfants dormaient, et il y avait un étranger dans mon salon avec un couteau. J'ai fait un pas en arrière lentement, posant mon pied avec précaution sur la marche derrière moi, quand un mouvement à la périphérie de ma vision m'a fait tourner la tête. Il y avait une deuxième silhouette sur l'escalier, peut-être 8 marches en dessous de moi, montant vers les chambres. Celui-ci était plus grand, plus large, portant un sweat à capuche sombre avec la capuche relevée. Il ne m'avait pas encore vu parce qu'il était concentré sur les marches devant lui, se déplaçant avec cette même patience inquiétante que son complice en bas. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'avais peut-être 2 secondes avant qu'il ne lève les yeux et me voie debout là dans le noir. J'ai pensé à ma fille endormie dans sa chambre, la porte entr'ouverte parce qu'elle avait peur du noir. J'ai pensé à mon fils, âgé de seulement 4 ans, serrant son dinosaure en peluche. J'ai pensé à Stéphanie, complètement inconsciente que 2 étrangers étaient entrés dans notre maison pendant que nous dormions. À ce moment-là, je n'étais pas courageux. Je n'étais pas un héros. J'étais un père qui réalisait que tout ce qu'il aimait était en danger. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai fait la seule chose qui semblait sensée. Je ne suis pas descendu vers l'homme près de l'arbre, mais je suis remonté aussi vite et aussi silencieusement que possible. La silhouette sur les escaliers regardait toujours ses pieds, surveillant ses pas, et j'ai utilisé ces précieuses secondes pour me glisser de nouveau dans le couloir de l'étage. Mon pouls résonnait dans mes oreilles si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Je me suis faufilé dans la salle de bain en face de notre chambre et je me suis pressé derrière la porte, la laissant entr'ouverte juste assez pour voir le haut des escaliers. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'un plan. La batte de baseball que je gardais dans le placard semblait désespérément loin maintenant, dans la chambre où Stéphanie dormait. Si je la réveillais, elle pourrait faire du bruit. Si j'allais chercher la batte, l'homme sur les escaliers pourrait atteindre le couloir avant que je ne revienne. Chaque option semblait être un piège. À travers la fente de la porte de la salle de bain, j'ai vu la silhouette sombre de la personne encapuchonnée atteindre la marche du haut. Il s'est arrêté là, sa tête tournant lentement tandis qu'il scannait le couloir, et j'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Il s'est dirigé vers la chambre d'Harper en premier. Sa porte était la plus proche des escaliers, et elle la laissait toujours entr'ouverte de quelques centimètres à cause de la veilleuse dans le couloir. Je l'ai vu pousser la porte plus largement avec une main gantée, et quelque chose en moi a craqué. J'ai arrêté de penser aux plans et aux options et à ce qui avait du sens. Je suis sorti de la salle de bain, j'ai traversé le couloir en 3 enjambées, et j'ai attrapé le dos de son sweat à capuche avec les 2 mains avant qu'il ne puisse entrer dans la chambre de ma fille. L'homme était plus lourd que moi, avait probablement 20 kg de plus que moi, mais j'avais l'élan et la rage, et ce genre de force qui ne vient que quand votre enfant se trouve à 3 mètres d'un étranger dans le noir. Je l'ai tiré en arrière avec tout ce que j'avais, et nous sommes tous les 2 tombés lourdement sur le sol du couloir. Il a laissé échapper un grognement de surprise. Et quelque part en bas, j'ai entendu l'autre s'exclamer. Un son interrogatif aigu qui n'était pas tout à fait un mot. L'homme sous moi a commencé à s'agiter, essayant de se retourner, et j'ai senti quelque chose de dur pressé contre mes côtes. Une lampe torche, peut-être, ou quelque chose de pire. Je n'ai pas attendu pour le découvrir. J'ai enfoncé mon coude dans le côté de sa tête 1 fois, 2 fois, et puis j'étais de nouveau sur mes pieds, hurlant à Stéphanie de se réveiller, d'appeler le 911, de prendre les enfants. Tout ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé par fragments, comme si mon cerveau ne pouvait enregistrer que des morceaux à la fois. La voix de Stéphanie, d'abord confuse puis terrifiée, demandant ce qui se passait. Harper criant depuis sa chambre, ce cri aigu que font les enfants quand ils se réveillent effrayés. L'homme sur le sol gémissant, roulant sur le côté, et moi debout au-dessus de lui avec les poings serrés,
attendant qu'il se relève pour que je puisse le frapper à nouveau. J'ai entendu des pas résonner dans les escaliers, le deuxième intrus, celui avec le bonnet du Père Noël, venant en aide à son complice. J'ai attrapé la seule chose à portée de main, un lourd vase en céramique que la mère de Stéphanie nous avait offert comme cadeau de pendaison de crémaillère, et je me suis positionné entre l'escalier et la porte de la chambre de ma fille. Quand l'homme au bonnet du Père Noël est apparu en haut des escaliers, je n'ai pas hésité. J'ai balancé le vase vers son visage avec les deux mains, et il a heurté avec un son que je n'oublierai jamais, un impact humide et craquant qui l'a fait chanceler en arrière. Il s'est rattrapé à la rampe, le sang coulant de son nez, et pendant une longue seconde, nous nous sommes simplement fixés. Ses yeux étaient écarquillés et choqués au-dessus d'un masque en tissu noir qui couvrait la moitié inférieure de son visage. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être dans la vingtaine, et à ce moment-là, il avait l'air presque aussi effrayé que je l'étais. Il a couru. Il s'est retourné et a descendu ses escaliers si vite qu'il a failli tomber. Et j'ai entendu la porte d'entrée claquer alors qu'il s'enfuyait dans la nuit. L'homme sur le sol du couloir essayait maintenant de ramper vers les escaliers, laissant une traînée de sang sur la moquette là où mon coude avait ouvert quelque chose sur son visage. Stéphanie était dans l'embrasure de la porte de notre chambre, son téléphone pressé contre son oreille, sa voix tremblante tandis qu'elle donnait notre adresse à l'opérateur du 911. Je pouvais entendre Harper sangloter et Miles appeler maman. Et j'avais tellement envie d'aller vers eux que ça me faisait mal, mais je ne pouvais pas détourner les yeux de l'homme sur le sol. Il a atteint le haut des escaliers, s'est relevé en s'aidant de la rampe, et a à moitié couru, à moitié trébuché jusqu'au rez-de-chaussée. Je l'ai suivi jusqu'à la marche du haut et je l'ai regardé se frayer un chemin à travers le salon, passant devant les cadeaux éparpillés et le papier d'emballage déchiré, et sortir par la même porte que son complice avait utilisée. Tout cela, du moment où je me suis réveillé à celui où ils étaient partis, a duré peut-être 4 minutes. Cela m'a semblé des heures. Cela m'a semblé des secondes. Quand j'ai enfin laissé échapper mon souffle, mes jambes ont cédé et je me suis assis là, sur la marche du haut, tremblant si fort que mes dents claquaient. La police est arrivée en moins de 6 minutes, bien que cela ait semblé une éternité. Stéphanie avait rassemblé les deux enfants dans notre chambre et verrouillé la porte, et je suis resté en haut des escaliers avec ce vase brisé toujours serré dans ma main, surveillant la porte d'entrée comme si les hommes pouvaient revenir à tout moment. Quand j'ai vu les lumières rouges et bleues clignoter à travers les fenêtres du salon, j'ai failli me mettre à pleurer. 2 officiers sont entrés, armes au poing, vérifiant chaque pièce avant de nous laisser descendre. Harper ne cessait de trembler, et Miles ne cessait de demander pourquoi il y avait du sang sur le sol, et je n'avais aucune réponse qu'un enfant de 4 ans puisse comprendre. Un des officiers, une femme aux cheveux gris court et à la voix calme qui semblait conçue pour des moments comme celui-ci, est resté avec Stéphanie et les enfants pendant que son partenaire m'a fait visiter la maison. C'est alors que nous avons trouvé la fenêtre. Elle se trouvait dans la petite salle de bain des invités au rez-de-chaussée, celle que nous utilisions à peine, cachée derrière la buanderie. La fenêtre était grande ouverte, la moustiquaire enlevée et posée soigneusement contre le mur à l'extérieur. Mon beau-frère avait utilisé cette salle de bain pendant la fête. Et quand j'ai vérifié, j'ai réalisé que le verrou n'avait jamais été tourné après son départ. Une si petite chose. Une si stupide et simple négligence. Et 2 étrangers en avaient profité pendant que ma famille dormait à l'étage. Les officiers m'ont dit que nous avions de la chance. Ils ont dit que les cambriolages le réveillon de Noël étaient plus courants que les gens ne le pensaient. Les criminels savent que les maisons sont pleines de nouveaux appareils électroniques, de bijoux, d'argent en cadeaux, et que les familles sont distraites par les célébrations. Ils savent que les invités vont et viennent, que les portes et les fenêtres s'ouvrent et se ferment sans qu'on y prête attention, que le bruit d'une fête peut couvrir presque tout. Ils m'ont aussi dit que la plupart des cambrioleurs s'enfuient dès qu'ils réalisent que quelqu'un est à la maison, que la confrontation est la dernière chose qu'ils veulent. Je n'ai pas arrêté de penser à ce qui se serait passé si je ne m'étais pas réveillé. Si ce froissement de papier ne m'avait pas tiré du sommeil. L'homme avec le bonnet du Père Noël triait les cadeaux pour trouver les objets les plus précieux, probablement des appareils électroniques et des cartes cadeaux, des choses faciles à transporter et à vendre. Mais son complice se dirigeait vers l'étage. L'officier n'a pas dit ce qu'il pensait que le deuxième homme cherchait là-haut, et je n'ai pas demandé, parce que certaines questions ont des réponses que l'on ne veut pas entendre. Ils ont pris nos déclarations, photographié le sang sur la moquette, le vase brisé et la fenêtre ouverte, et nous ont dit que des détectives nous contacteraient le lendemain matin. Quand ils sont partis, il était presque 5 heures du matin, et le ciel à l'extérieur commençait à devenir gris avec les premières lueurs du jour de Noël. Nous n'avons pas ouvert les cadeaux ce matin-là. Harper a demandé une fois, d'une petite voix, «
si le Père Noël était quand même venu, et j'ai dû aller dans la cuisine pour qu'elle ne voie pas mon visage. Stéphanie l'a mieux géré que moi. Elle l'a toujours fait, et d'une manière ou d'une autre, elle a convaincu les enfants que nous ferions Noël plus tard, que pour l'instant, nous avions besoin de nous reposer et de rester ensemble. Nous avons passé la matinée blottis sur notre lit, tous les quatre, regardant des dessins animés sur l'ordinateur portable de Stéphanie tandis que je ne cessais de jeter des coups d'œil vers la porte de la chambre. J'avais poussé notre commode devant celle-ci, ce qui était probablement ridicule puisque les intrus étaient depuis longtemps partis, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque craquement de la maison faisait battre mon cœur. Chaque ombre dans le couloir ressemblait à une silhouette encapuchonnée. Les enfants se sont finalement endormis vers midi, épuisés par la nuit perturbée, et Stéphanie et moi sommes restés assis là, nous tenant l'un l'autre sans parler. Je n'ai pas arrêté de repasser chaque moment dans ma tête, pensant à toutes les façons dont cela aurait pu se passer différemment. Et si l'homme sur les escaliers avait été plus rapide? Et s'il avait été armé de quelque chose de pire que ce que j'avais senti contre mes côtes? Et si je ne m'étais pas réveillé du tout? La pensée tournait en boucle jusqu'à ce que Stéphanie me serre la main et me dise d'arrêter, que nous allions bien, que tout le monde était en sécurité. Elle avait raison, mais le savoir n'a pas fait disparaître la peur. Ils les ont attrapés 3 jours plus tard. Un voisin, 2 rues plus loin, avait une caméra de sonnette qui avait enregistré les hommes s'enfuyant sur le trottoir, et les images étaient assez claires pour montrer leur visage une fois qu'ils avaient enlevé leur masque en courant vers leur voiture. Celui que j'avais frappé avec le vase avait 23 ans, un certain Ronald Becker, avec une série d'antécédents de cambriolage dans 3 États différents. Son complice était son cousin, âgé de 19 ans. Aucun casier judiciaire, mais beaucoup de liens avec des biens volés que la police a trouvés lorsqu'ils ont fouillé leur appartement. Ils avaient cambriolé 4 autres maisons cette même semaine, toutes dans des quartiers où les fêtes de fin d'année faisaient des cibles faciles. Pendant l'enquête, un détective m'a dit quelque chose qui me tient encore éveillé la nuit. Il a dit qu'en fonction de ce qu'ils avaient trouvé dans l'appartement du cousin, des liens en plastique, du ruban adhésif, un pistolet que le plus jeune avait laissé dans leur voiture cette nuit-là, il était possible qu'ils aient prévu de faire plus que voler des cadeaux. Ils ne pouvaient pas dire avec certitude quelles étaient leurs intentions, et aucun des deux n'a avoué autre chose que le cambriolage. Mais ils voulaient que je sache que ce que j'avais fait sur cet escalier, la décision de me battre au lieu de me cacher, avait peut-être empêché quelque chose de bien pire. J'y pense chaque jour. Je pense à quel point nous avons été proches d'une fin différente, une fin où je n'écris pas ce récit parce que je ne suis plus là pour l'écrire. Nous avons déménagé de cette maison 6 mois plus tard. Stéphanie et moi avons convenu que nous ne pourrions jamais nous y sentir en sécurité à nouveau, et les enfants ont fait des cauchemars pendant des mois à propos de méchants entrant par les fenêtres. Nous vivons maintenant dans un immeuble au 4e étage, avec un bureau de sécurité dans le hall et des caméras dans chaque couloir. Je vérifie les verrous 3 fois avant de me coucher. Je dors avec une batte près de ma table de nuit. Et chaque réveillon de Noël, alors que d'autres familles rient et célèbrent, je reste éveillé jusqu'à l'aube, écoutant les sons qui ne devraient pas exister. Faire du bénévolat pour le festival d'hiver d'Ashford semblait être une bonne idée, jusqu'à ce que je réalise que cela signifiait rester dehors pendant 6 heures en décembre à vérifier les permis des vendeurs. Ma sœur Amanda m'avait convaincu de m'inscrire, insistant sur le fait que j'avais besoin de faire autre chose que de traîner dans cet appartement. Elle n'avait pas tort. Après la finalisation de mon divorce en août, j'avais passé la plupart de mes soirées à fixer mon téléphone et à boire du vin bon marché, faisant défiler les photos de la nouvelle vie de mon ex-mari comme une sorte de masochiste. Retourner dans ma ville natale avait l'air d'un aveu d'échec, mais le loyer au-dessus de la pharmacie de la rue principale était abordable, et j'avais besoin d'un nouveau départ dans un endroit familier. Le festival s'étendait sur 4 pâtés de maisons le long de la rue principale, avec le feu de joie officiel installé à l'extrémité nord près du centre communautaire. Je pouvais voir la lueur orange depuis l'endroit où je me tenais. Entendre la chorale du lycée chanter des cantiques pendant que les familles se rassemblaient pour griller des chamallows. Le service d'incendie avait 2 hommes postés là-bas en gilet réfléchissant, surveillant pour s'assurer que personne ne se blesse. Tout se déroulait comme sur des roulettes à Ashford, prévisible et sûr, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin après le gâchis de mon mariage. Vers 20 h ce soir-là, le froid a commencé à s'infiltrer à travers ma veste, faisant mal à mes doigts, même à l'intérieur de mes gants. J'ai décidé de couper par l'allée derrière la pharmacie pour monter rapidement chercher mon manteau plus chaud. C'est alors que j'ai remarqué la fumée. Une fumée épaisse et noire s'élevant dans le ciel nocturne depuis un endroit au-delà de l'extrémité sud de la rue principale,
près de l'ancienne grange Hutchinson, abandonnée depuis mon enfance. Mon cerveau a immédiatement pensé à des adolescents allumant leur propre feu, essayant probablement de boire de la bière et de se rebeller loin de leurs parents. Mais quelque chose dans cette fumée m'a dérangé. Elle était trop épaisse, trop sombre, et venait complètement de la mauvaise direction si l'on voulait rester caché des foules du festival. J'aurais dû simplement monter chercher mon manteau et retourner à mon poste. J'aurais dû supposer que ce n'était rien. Peut-être des débris brûlants dans un tonneau ou un feu contrôlé que quelqu'un avait oublié de mentionner. Mais la curiosité a toujours été mon pire défaut. La chose qui m'a poussé à vérifier le téléphone de mon ex en premier lieu et à trouver tous ces messages qui ont mis fin à mon mariage. Alors, au lieu d'être intelligent, j'ai marché vers la fumée. L'allée derrière la rue principale était presque vide, juste quelques personnes coupant par là pour atteindre le parking plus rapidement. J'ai passé l'entrée arrière du magasin de bricolage et les poubelles derrière le dîner, mes bottes crissant sur le gravier et les morceaux de glace. La température semblait encore plus froide loin des foules, loin de la chaleur corporelle et des lumières. En m'approchant de la propriété Hutchinson, l'odeur m'a frappé en premier. Pas de la fumée de bois comme on pourrait s'y attendre d'un feu de camp, mais quelque chose de chimique et d'âcre qui a fait se resserrer ma gorge. La grange se trouvait à environ 50 mètres de la rue principale, entourée d'une clôture en grillage qui avait plus de trous que de clôture à ce stade. Les enfants s'y faufilaient depuis des années pour boire et s'amuser, laissant derrière eux des canettes de bière et des mégots de cigarettes. Je l'avais fait moi-même au lycée, embrassant Tommy Brennan sur un défi pendant que nos amis montaient la garde à l'extérieur. La fumée venait définitivement de derrière la grange, s'élevant en épaisse volute qui semblait presque noire contre le ciel nocturne. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe torche, me faufilant à travers l'un des trous dans la clôture. Mon cœur battait maintenant. Pas exactement par peur, mais par cette sensation électrique que l'on ressent quand on sait que l'on voit quelque chose que l'on n'est pas censé voir. Le sol était inégal, rempli de boue gelée et de mauvaises herbes qui agrippaient mes chevilles. Je pouvais entendre le festival au loin. Toutes ces voix chantant et riant, complètement inconscientes que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai contourné le coin de la grange, j'ai vu le feu. Il était plus grand que je ne l'imaginais, brûlant dans ce qui semblait être un vieux fût d'huile que quelqu'un avait traîné là-bas. Les flammes léchaient l'obscurité, projetant des ombres vacillantes sur le bois usé de la grange. Et puis j'ai vu la personne, une silhouette à peut-être 6 mètres de moi, penchée sur le fût et jetant quelque chose dans les flammes. Elle portait des vêtements sombres, une veste épaisse avec la capuche relevée, et bougeait rapidement, avec urgence, comme si elle était pressée par le temps. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai reculé instinctivement, essayant de rester dans l'ombre, mais ma botte a heurté un morceau de métal, et cela a fait un bruit retentissant qui a résonné dans le terrain vide. La tête de la silhouette s'est relevée brusquement. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Je pouvais voir son visage partiellement éclairé par la lumière du feu, mais la capuche projetait trop d'ombre pour que je puisse distinguer des traits réels. Puis elle a lâché ce qu'elle tenait et a couru. Pas vers moi, Dieu merci, mais dans la direction opposée, traversant le côté éloigné de la propriété vers les bois qui bordaient la lisière de la ville. Elle bougeait vite, trébuchant une fois sur le terrain accidenté, mais se relevant rapidement. Et en quelques secondes, elle a disparu dans la ligne d'arbres. Mes jambes semblaient remplies de ciment. Chaque instinct hurlait en moi de courir vers le festival, de trouver un flic ou un pompier ou littéralement n'importe qui d'autre pour s'occuper de cela. Mais je ne pouvais pas détourner les yeux du fût d'huile, des flammes qui crépitaient encore et projetaient des braises dans l'air. Qu'importe ce que cette personne avait brûlé, il restait encore des preuves. J'ai fait quelques pas tremblants en avant, tenant mon téléphone en l'air pour mieux voir. La chaleur du feu m'a frappé le visage, me faisant pleurer. À l'intérieur du fût, je pouvais voir du tissu, des morceaux sombres de ce qui semblait être des vêtements se recroquevillant et noircissant dans les flammes. Une manche de veste, peut-être une partie d'une chemise, quelque chose qui aurait pu être du denim. Mon estomac s'est retourné. Ce n'étaient pas des adolescents brûlant des ordures ou se débarrassant de vieux meubles. C'était délibéré, secret, mal. Je n'ai rien touché. Chaque émission de télévision policière que j'avais regardée hurlait en moi de ne pas contaminer une scène, en supposant que c'en était une. Et pas seulement mon cerveau paranoïaque faisant des liens qui n'existaient pas. Mais j'ai pris des photos, beaucoup. Le fût d'huile, les flammes, les vêtements partiellement brûlés, les empreintes de pas dans la boue menant vers les bois. Mes mains tremblaient si fort que la moitié des photos étaient floues, mais j'ai continué à en prendre, documentant tout ce que je pouvais voir. Puis j'ai entendu des voix,
non pas du festival, mais plus proches, venant de près de la clôture. Deux hommes parlant à voix basse, et l'un d'eux a ri à quelque chose que l'autre avait dit. La panique a saisi ma poitrine. Je ne savais pas s'ils étaient liés à la personne qui avait brûlé des choses ou s'ils étaient simplement des participants au festival prenant un raccourci, mais je n'allais pas rester pour le découvrir. Je me suis retourné et j'ai marché aussi vite que possible vers le trou dans la clôture, essayant de ne pas courir et d'attirer l'attention sur moi. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait en casser une. Quand je suis retourné dans l'allée derrière la rue principale, les sons du festival m'ont submergé comme une vague. De la musique de Noël, des enfants riant, quelqu'un annonçant les gagnants du concours de maison en pain d'épices par haut-parleur, tout normal et joyeux et complètement inconscient de ce que je venais de voir à 50 mètres de là. J'ai trouvé l'officier Daniels près du stand de chocolat chaud, parlant à la grand-mère de quelqu'un au sujet des infractions de stationnement. Il faisait partie de la police d'Ashford depuis aussi longtemps que je me souvienne, l'un de ces gars qui semblait né pour porter un uniforme et distribuer des avertissements sévères aux adolescents. Quand je me suis approché de lui, ma voix est sortie plus aiguë que je ne l'avais prévu, essoufflée et tremblante. Je lui ai tout raconté. La fumée, la silhouette, les vêtements brûlés, la façon dont elle avait couru dans les bois. Il m'a écouté les bras croisés, son expression passant de l'intérêt poli à quelque chose de plus sérieux. Alors que je faisais défiler les photos sur mon téléphone, les images semblaient encore pires sur le petit écran, les flammes vives et en colère, ces morceaux de tissu carbonisé clairement visibles. Daniels m'a demandé de rester là et a appelé des renforts par radio, sa voix calme mais brève, de cette manière que les policiers ont quand ils essaient de ne pas alarmer les civils. En moins de 10 minutes, 2 autres officiers sont arrivés, et ils se sont dirigés vers la propriété Hutchinson avec des lampes torchées et des radios crépitants. Daniels m'a demandé de me rendre au poste après la fin du festival pour faire une déclaration formelle. J'ai hoché la tête, me sentant toujours comme si ma poitrine était remplie d'eau glacée. Amanda m'a trouvé 20 minutes plus tard, me demandant pourquoi j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Je n'ai même pas pu commencer à expliquer. Le festival s'est terminé vers 23h. Les familles rangeaient leurs enfants et rentraient chez elles pour attendre le Père Noël. J'ai conduit jusqu'au poste de police dans ma vieille berline. Les lumières de Noël de la rue principale semblaient surréalistes et presque moqueuses maintenant. Le poste était un petit bâtiment en briques qui sentait le café brûlé et le produit de nettoyage industriel. Je me suis assis sur une chaise en plastique dur et j'ai fait ma déclaration à Daniels et à un autre officier, une jeune femme nommée Hay, qui prenait des notes sur un ordinateur portable. Ils m'ont demandé de décrire la silhouette que j'avais vue avec autant de détails que possible, taille, corpulence, vêtements, tout ce qui était distinctif, mais je n'avais presque rien d'utile à leur donner. Taille moyenne, peut-être. La capuche obscurcissait tout. Elle se déplaçait rapidement, mais pas comme un athlète, juste quelqu'un de désespéré. Et a demandé si j'avais remarqué des voitures garées à proximité, des sons autres que le feu. Je n'en avais pas. J'avais été trop concentré à ne pas me faire prendre moi-même. Quand ils ont terminé avec moi, Daniels m'a raccompagné à la porte et m'a dit qu'ils avaient sécurisé la scène et qu'ils enquêteraient à fond le lendemain matin. Son ton était professionnel, mais je pouvais voir quelque chose dans ses yeux, une tension autour de sa bouche qui m'a dit qu'il prenait cela au sérieux. J'ai conduit jusqu'à la maison et je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces flammes et cette silhouette encapuchonnée disparaître dans l'obscurité. La nouvelle a éclaté avant même que je ne me réveille le matin de Noël, bien que dire que j'ai dormi serait généreux. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 7 heures avec des messages d'Amanda et de personnes que je n'avais pas parlé depuis des mois, demandant tous la même chose, « As-tu entendu parler de Stephanie Carr ?» Je me suis assis dans mon lit, mon corps tout entier endolori par la tension, et j'ai ouvert le chat de groupe où la moitié de la ville semblait perdre la tête. Stephanie Carr, 41 ans, vivait sur l'avenue Oakmont avec son mari et leur fils adolescent. Elle avait été au festival la veille, tenant un stand d'artisanat où elle vendait des bougies faites main. Son mari l'a déclarée disparue vers 6 heures du matin quand il s'est réveillé et a réalisé qu'elle n'était jamais rentrée à la maison. Sa voiture était toujours garée sur la rue principale là où elle l'avait laissée. Son téléphone allait directement sur la messagerie. Personne ne l'avait vue depuis environ 20 heures la veille, juste au moment où j'étais debout derrière cette grange, regardant quelqu'un brûler des vêtements. Ma bouche est devenue sèche. J'ai appelé Daniels immédiatement, mes doigts trébuchant sur le téléphone. Il a décroché à la deuxième sonnerie et sa voix semblait épuisée. Il m'a dit qu'ils examinaient déjà les liens possibles, que je devais revenir au poste dès que possible. Le poste de police était complètement différent de la nuit précédente.
Maintenant, il était rempli de monde, des officiers se déplaçant rapidement entre les pièces, les téléphones sonnant constamment, quelqu'un installant un tableau de commandement avec des photos et des chronologies. Elle m'a rencontré à l'entrée et m'a emmené dans une petite salle d'interrogatoire qui sentait l'air vicié et l'anxiété. Daniel s'est entré quelques minutes plus tard avec un dossier sous le bras et des cernes sous les yeux qui m'ont dit qu'il n'avait pas dormi non plus. Il a étalé des photos sur la table entre nous. Des photos de la scène de crime de la propriété Hutchinson prise en plein jour. Le fût d'huile maintenant froid et vide, à part des cendres. Et parmi les débris, clairement visibles à la lumière crue du flash de l'appareil photo, se trouvaient les restes de vêtements. Un morceau de tissu brûlé avec un motif distinctif, des carreaux bleus et blancs. Daniel a sorti une autre photo. Celle-ci provenait du mari de Stéphanie. Elle montrait Stéphanie au festival la veille, souriant à l'appareil photo, portant une chemise à carreaux bleus et blancs, le même motif. Ma vision s'est brouillée pendant une seconde. Daniel m'a demandé de regarder à nouveau les photos que j'avais prises la nuit précédente pour voir si je remarquais autre chose maintenant que je savais ce que nous cherchions. J'ai fait défiler lentement, mon estomac se retournant. Dans l'un des clichés, partiellement obscurci par la fumée, on pouvait voir autre chose dans les flammes. Ce qui semblait être la bandoulière d'un sac, le coin d'un sac en cuir. Le stand de Stéphanie vendait des bougies dans des sacs faits main. L'enquête a avancé rapidement après cela. Daniel a fait appel à la police d'État parce qu'Ashford n'avait pas les ressources pour quelque chose d'aussi sérieux. Et soudain, notre petite ville grouillait de détectives et d'équipes médico-légales. Ils ont peigné la propriété Hutchinson pendant 2 jours entiers, collectant des échantillons de cendres et photographiant chaque empreinte de pas qu'ils pouvaient trouver. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Excusez l'expression. Tout le monde avait une théorie. Certaines personnes pensaient que Stéphanie s'était enfuie avec un autre homme et avait simulé sa propre disparition. D'autres chuchotaient à propos de son mari, disant qu'il semblait trop calme quand il l'avait déclaré disparu. Comment les mariages semblent toujours parfaits de l'extérieur jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Je savais mieux. J'avais vu quelqu'un détruire activement des preuves. Quelqu'un qui avait choisi cette nuit précise parce qu'il savait que toute la ville serait distraite par les chants de Noël et le chocolat chaud. Le festival avait fourni une couverture parfaite. Des centaines de personnes se déplaçant, des voitures garées partout. Tout le monde concentré sur tout sauf sur ce qui se passait à 50 mètres de là dans l'obscurité. 3 jours après Noël, ils l'ont trouvé. Le chien d'un randonneur a repéré une odeur dans les bois à environ 3 km de la grange Hutchinson, les menant à une tombe peu profonde recouverte de branches et de feuilles gelées. Stéphanie Carr avait été étranglée. Le médecin légiste a estimé l'heure du décès vers 20h30 le soir du festival, peut-être 1 heure après qu'elle avait été vue pour la dernière fois. Mes photos, aussi floues et amateurs qu'elles étaient, sont devenues des preuves cruciales pour établir une chronologie. L'arrestation a eu lieu 2 semaines plus tard, et ce n'était pas celui que tout le monde attendait. Brian Campbell, un entrepreneur de 46 ans qui avait travaillé sur la moitié des maisons d'Ashford, y compris celle de Stéphanie, s'est avéré avoir eu une liaison avec elle pendant 8 mois. Quand elle a essayé de mettre fin à cette relation, il a menacé de tout révéler à son mari. Elle avait rompu ce soir-là au festival, lui disant que c'était fini pour de bon. Des images de sécurité de la pharmacie l'ont montré la suivant quand elle a quitté son stand, marchant vers l'arrière de la rue principale. Les empreintes de pas sur les lieux correspondaient à ses bottes de travail. Des fibres de son camion ont été trouvées sur son corps. Il l'avait tuée dans un moment de rage, avait paniqué, puis avait essayé de détruire toute preuve qui pourrait les relier en brûlant ses affaires pendant le festival, quand il pensait que personne ne remarquerait un feu supplémentaire. Mais il n'avait pas compté sur quelqu'un comme moi, quelqu'un d'assez ennuyé et curieux pour enquêter sur de la fumée venant de la mauvaise direction. Pendant le procès, le procureur a utilisé mon témoignage et mes photos de manière extensive. J'ai dû m'asseoir sur ce banc et décrire tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti à ce moment où j'avais réalisé que j'assistais à quelqu'un couvrant un meurtre. La défense a essayé d'argumenter que je ne pouvais pas identifier leur client, que la silhouette aurait pu être n'importe qui. Ils avaient raison sur ce point. Je n'ai jamais vu son visage, mais les preuves physiques combinées à la chronologie que mes photos avaient établie ont suffi. Brian Campbell a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je vis toujours à Ashford, toujours dans cet appartement au-dessus de la pharmacie. Le festival a lieu chaque année. Les mêmes décorations, les mêmes chanteurs de cantiques, le même stand de chocolat chaud. Mais je ne fais plus de bénévolat.
Je ne peux pas passer devant la propriété Hutchinson sans me sentir malade, même s'ils ont démoli la grange au printemps dernier et l'ont transformée en jardin communautaire. Parfois, les gens me reconnaissent en ville, la femme qui a vu quelque chose et a réellement fait quelque chose à ce sujet, et ils me traitent comme une sorte d'héroïne, mais je ne me sens pas héroïque. Je me sens comme si j'avais accidentellement trébuché dans le cauchemar de quelqu'un d'autre et avait à peine échappé avec ma santé mentale intacte. Le fils de Stéphanie a obtenu son diplôme de lycée l'année dernière. J'ai vu l'annonce dans le journal local, vu le nom de sa mère mentionné in memoriam. Il grandira en sachant que sa mère a été assassinée par quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui faisait semblant de se soucier d'elle. Ce genre de trahison ne tue pas seulement la victime, cela tue aussi quelque chose chez tous ceux qui l'aimaient. Ma sœur me demande toujours de sortir plus, d'arrêter de m'isoler. Mais elle ne comprend pas que certaines choses vous changent de façon que vous ne pouvez pas expliquer. J'ai appris que le mal ne ressemble pas à un monstre ou ne s'annonce pas avec des signes avant-coureurs. Parfois, il ressemble à un entrepreneur en veste de travail. Quelqu'un en qui vos voisins ont confiance pour réparer leur toit ou rénover leur cuisine. Quelqu'un qui peut vous sourire dans le magasin de bricolage et étrangler une femme à mort 1 heure plus tard parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il voulait. C'est cette partie qui me hante le plus. Pas ce que j'ai vu cette nuit-là, mais à quel point tout cela était ordinaire. À quel point cela aurait pu passer complètement inaperçu si j'avais simplement fait ce que j'avais prévu et attrapé mon manteau. Ma fille Molly m'avait supplié de laisser les lumières de Noël allumées toute la nuit. Elle passait le réveillon de Noël chez son père cette année, selon les modalités de garde que nous avions établies après le divorce. Mais elle m'avait fait promettre au téléphone de garder l'arbre illuminé jusqu'au matin. Ça a l'air magique de l'extérieur, maman, avait-elle dit. Et même si elle ne serait pas là pour le voir, je les ai laissés allumés quand même. J'avais emménagé dans cette petite maison artisanale à Tacoma, dans l'État de Washington, 8 mois plus tôt, juste après que tout ait été finalisé. La maison avait une cheminée en pierre que l'agent immobilier avait décrite comme une trouvaille rare, et j'avais rempli le manteau de la cheminée de bas et de guirlandes parce que décorer pour une seule personne semblait moins pathétique si je m'y mettais vraiment. Ce matin de Noël, je me suis réveillé avant mon réveil, aux alentours de 5 heures, à un son que je n'ai pas immédiatement identifié. C'était un bruit de grattement, rythmé et métallique, provenant de quelque part au rez-de-chaussée. Je suis resté là, dans l'obscurité de ma chambre, retenant mon souffle, essayant de me convaincre que je l'avais imaginé. Le bruit est revenu, et cette fois, il n'y avait aucun doute. Ma voisine Gwen se plaignait des ratons laveurs depuis des semaines. Ils s'étaient introduits dans son grenier et y avaient causé toutes sortes de dégâts avant que le service de contrôle des animaux ne s'en occupe enfin. J'ai supposé qu'un d'eux avait trouvé le chemin de ma cheminée, peut-être attiré par la chaleur résiduelle du feu que j'avais laissé s'éteindre la veille au soir. J'ai attrapé ma robe de chambre accrochée à l'arrière de la porte et enfilé mes pantoufles usées, sans me soucier d'allumer les lumières alors que je descendais le couloir étroit vers le salon. Le sapin de Noël projetait des ombres colorées sur les murs, et en dessous se trouvait le tas de cadeaux emballés que j'avais préparés pour la visite de Molly cet après-midi-là. Mon ordinateur portable était sur la table basse, ainsi que la petite boîte à bijoux que ma mère m'avait offerte des années plus tôt. J'avais trié de vieux morceaux la veille au soir, essayant de décider ce que je léguerais à Molly quand elle serait plus grande. Le grattement est devenu plus fort à mesure que je m'approchais de la cheminée, un bruit de grincement métallique qui semblait résonner dans le conduit. Je me suis agenouillé sur le foyer froid, me penchant en avant pour regarder dans l'obscurité, m'attendant à voir les yeux paniqués d'un animal coincé me fixer en retour. Ce que j'ai vu à la place était une botte noire. Une seule botte noire, éraflée et sale, pendant à environ 60 cm au-dessus de la grille en fer. Elle était attachée à une jambe enveloppée dans un tissu rouge, un polyester bon marché et brillant qui captait la faible lueur des lumières du sapin de Noël. Pendant un moment, mon cerveau a simplement refusé de traiter ce que je voyais. Je me souviens avoir pensé, dans un éclair de confusion absurde, que peut-être je rêvais encore. Peut-être que je ne m'étais pas vraiment levé. Et c'était l'un de ces cauchemars hyperréalistes qui semblent si vivaces que l'on peut sentir les choses. Mais je pouvais sentir quelque chose. De la fumée de cigarette, âcre et collant à ce qui descendait par ma cheminée. La botte a bougé et j'ai entendu un grognement venant de quelque part au-dessus. Un son distinctement humain d'effort. Un homme était dans ma cheminée. Un homme vêtu de ce qui ressemblait à un costume de Père Noël essayait de descendre dans mon salon à 5 heures du matin le jour de Noël. Je me suis reculé si vite que j'ai heurté la table basse, en voyant la boîte à bijoux de ma mère s'écraser sur le sol.
Le bruit a dû le surprendre car le mouvement s'est arrêté. Je pouvais maintenant entendre une respiration, lourde et laborieuse, résonnant dans le conduit. J'étais à quatre pattes sur le sol du salon, fixant cette unique botte suspendue dans l'obscurité de ma cheminée, et je ne pouvais pas me forcer à bouger. Mon téléphone était en haut sur ma table de nuit. La ligne fixe que je n'utilisais jamais était dans la cuisine. Chaque pensée logique semblait se heurter à un mur de pure incrédulité paralysante. Puis la botte a bougé à nouveau, descendant de quelques centimètres, et j'ai vu plus de la jambe émerger. Le pantalon en velours rouge avec une bordure de fourrure blanche aux chevilles, le genre que l'on voit sur ces costumes de Père Noël bon marché dans les magasins de fête. Une deuxième botte est apparue à côté de la première. Il descendait. Il descendait réellement dans ma maison, et j'étais simplement agenouillé là sur mon sol, regardant cela se produire, comme si j'avais perdu la capacité de fonctionner. Quelque chose en moi a finalement enclenché, un instinct de survie primitif qui avait été dormant toute ma vie confortable de banlieue. Et je me suis poussé du sol et j'ai couru vers la cuisine. J'ai attrapé le plus grand couteau du bloc sur le comptoir, un couteau de chef que j'avais reçu en cadeau de mariage des années plus tôt et que j'utilisais à peine pour autre chose que couper des oignons. Le téléphone fixe était monté sur le mur à côté du réfrigérateur, l'un de ces vieux modèles sans fil qui venaient avec la maison. Je l'ai arraché de son support et j'ai composé le 911 avec des doigts engourdis et maladroits, me pressant dans le coin entre le comptoir et le mur d'où je pouvais voir l'entrée du salon. L'opératrice a répondu à la deuxième sonnerie, et je me souviens que ma voix est sortie dans un étrange chuchotement, comme si mon corps avait peur de faire du bruit, même si la partie rationnelle de mon cerveau savait que je devais crier. « Quelqu'un s'introduit dans ma maison », ai-je dit. Il descend par ma cheminée. Il est déguisé en Père Noël. Il y a eu une pause à l'autre bout, et j'ai presque pu sentir l'opératrice essayer de décider si c'était un canular. Je lui ai donné mon adresse, je l'ai répété 2 fois, et je lui ai dit d'envoyer quelqu'un immédiatement. Elle a dit que des unités étaient en route, et m'a demandé de rester en ligne. Depuis l'endroit où je me tenais dans la cuisine, je ne pouvais pas voir directement la cheminée, mais je pouvais voir la lueur des lumières de Noël se refléter sur les murs du couloir. J'ai entendu un bruit sourd, le son de quelqu'un atterrissant sur la grille en fer, suivi d'un grognement et du grincement des bottes sur le métal. Il était à l'intérieur. Un inconnu en costume de Père Noël se tenait maintenant dans mon salon à 5 heures du matin tandis que je me cachais dans ma cuisine, tenant un couteau et un téléphone. J'ai entendu des pas, lents et délibérés, traversant le parquet. Puis le son d'un froissement, comme quelqu'un fouillant dans les cadeaux sous le sapin. L'opératrice disait quelque chose à mon oreille, demandant si j'étais toujours là, si je pouvais voir l'intrus, mais je pouvais à peine traiter ces mots. J'étais concentré entièrement sur ces sons, les pas, le froissement, le cliquetis occasionnel de quelque chose étant déplacé. Il passait au crible mes affaires. Il se tenait dans la pièce où ma fille ouvrirait ses cadeaux dans quelques heures, touchant ses présents avec ses mains, et je me cachais dans la cuisine comme un enfant terrifié. Une partie de moi voulait se précipiter là-bas avec le couteau, mais une partie plus grande comprenait qu'un affrontement avec lui aurait pu me faire tuer. Les pas se sont arrêtés. Pendant un long et terrible moment, il y a eu un silence complet. Je me suis pressé plus fort contre le mur, serrant le couteau si fort que le manche s'enfonçait dans ma paume. Puis je l'ai entendu bouger à nouveau, et cette fois, les pas venaient vers la cuisine. Je pouvais voir son ombre s'étirer sur le sol du couloir avant de le voir. Cette silhouette déformée avec le contour inconfondable d'un bonnet de Père Noël. Il est apparu dans l'embrasure de la porte et pour la première fois, j'ai eu une vue claire de lui. Il avait peut-être 50 ans, avec un visage émacié et des yeux profondément enfoncés qui semblaient absorber la faible lumière plutôt que de la refléter. Le costume de Père Noël pendait lâchement sur son cadre mince. La bordure blanche était jaunie et emmêlée. Le tissu rouge était délavé en quelque chose de plus proche de la rouille. Il tenait un oreiller dans une main, déjà gonflé avec ce qu'il avait attrapé dans mon salon. Il m'a vu au même instant où je l'ai vu, et nous sommes tous les deux restés immobiles. Ses yeux sont descendus vers le couteau dans ma main, puis sont remontés vers mon visage. Il n'avait pas l'air surpris ou effrayé. Il avait l'air agacé, comme si j'étais une gêne qu'il n'avait pas prévue. « Pose ça », a-t-il dit. Sa voix était plate, presque ennuyée, avec une légère raucité qui correspondait à l'odeur de cigarette que j'avais remarquée plus tôt. « Je suis juste là pour les trucs. Reste hors de mon chemin et il ne t'arrive rien. » Je n'ai pas posé le couteau. Je n'aurais pas pu, même si je l'avais voulu. Mes doigts semblaient verrouillés autour du manche. L'opératrice du 911 était toujours en ligne,
et j'ai prié pour qu'elle puisse entendre tout ce que la police était déjà proche. Il a fait un pas dans la cuisine et j'ai levé le couteau plus haut, mon bras tremblant visiblement. J'ai déjà appelé les flics, ai-je réussi à dire, et ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, plus aiguë et plus fine que la normale. Il s'est arrêté, inclinant légèrement la tête comme s'il écoutait des sirènes. Astérisque, dans ce silence, je l'ai entendu aussi. Le lointain hurlement d'une sirène de police coupant à travers le calme avant l'aube. Son expression a changé alors, l'agacement laissant place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Il a jeté un coup d'œil vers la porte de derrière, puis vers moi, puis vers la porte à nouveau, pesant clairement ses options. Il a bougé vite. Une seconde, il se tenait dans l'embrasure de la porte, calculant, et la suivante, il avait traversé la cuisine en 3 grandes enjambées et tiré violemment ma porte de derrière. L'air froid de décembre s'est engouffré, apportant avec lui l'odeur de gel et de pain. Je suis resté exactement où j'étais, tenant toujours ce couteau, pressé contre le mur alors qu'il disparaissait dans mon jardin. J'ai entendu ses bottes craquer à travers la fine couche de neige tombée la veille, entendu la clôture en bois gémir alors qu'il l'escaladait, puis plus rien. Juste les sirènes se rapprochant et le son de ma propre respiration haletante remplissant la cuisine. L'opératrice demandait si j'allais bien, s'il était parti, si j'étais blessé. Je lui ai dit qu'il s'était enfui par l'arrière. Je lui ai donné une description. Un homme blanc plus âgé, de corpulence mince, costume de Père Noël, se dirigeant vers l'est à travers le jardin du voisin. Mes jambes ont cédé quelque part au milieu de cette phrase. Et je me suis laissé glisser le long du mur jusqu'à ce que je sois assise sur le carrelage froid, le couteau toujours serré dans ma main comme une sorte de bouée de sauvetage. La police est arrivée peut-être 2 minutes plus tard, bien que cela ait semblé 1 heure. 2 voitures de patrouille se sont garées devant ma maison, leur lumière peignant la neige en rouge et bleu. J'ai réussi à me lever et à déverrouiller la porte d'entrée pour eux, puis tout est devenu flou, des uniformes, des questions, des faisceaux de lampes torches balayant ma maison. Ils ont trouvé l'oreiller qu'il avait laissé tomber dans le jardin. À l'intérieur se trouvait mon ordinateur portable, la boîte à bijoux de ma mère, 2 des cadeaux emballés sous le sapin, et un cadre photo argenté qui était posé sur mon manteau de cheminée. Un des officiers, une femme nommée Ruiz, avec des yeux gentils et une voix calme, est resté avec moi à la table de la cuisine pendant que son partenaire vérifiait le reste de la maison. Elle m'a demandé de lui raconter tout depuis le début, et je l'ai fait, bien que mon récit soit sorti fragmenté et dispersé. La cheminée, ai-je continué à dire. Il est descendu par la cheminée comme si c'était rien. Elle a hoché la tête et a écrit dans son carnet, son expression professionnellement neutre, mais je pouvais voir quelque chose dans ses yeux qui m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait quelque chose de ce genre. Ils l'ont attrapé 4 pâtés de maison plus loin, toujours vêtu du costume de Père Noël. L'officier Ruiz est revenu plus tard ce matin-là pour me le dire, après que le soleil se soit levé et que ma maison ne ressemble plus à une scène de crime. Il s'appelait Vincent Hall, 52 ans, avec un casier judiciaire qui comprenait plusieurs condamnations pour cambriolage remontant à la fin des années 1990. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a rendu malade d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il faisait cela depuis au moins 3 semaines, entrant dans les maisons par les cheminées le matin de Noël, vêtu de ce costume ridicule comme forme de camouflage. Si un voisin jetait un coup d'œil par sa fenêtre à l'aube et voyait une silhouette en rouge et blanc sur un toit, il supposerait que c'était une décoration ou peut-être ignorerait cela, pensant que ses yeux lui jouaient des tours dans la lumière matinale. Il avait spécifiquement ciblé des maisons où il avait observé des femmes vivant seules, surveillant les maisons pendant des jours au préalable pour apprendre les routines et identifier des cibles faciles. Ruiz a dit qu'il l'avait lié à au moins 4 autres cambriolages dans la région de Tacoma, bien qu'il soupçonne qu'il y ait eu plus de victimes qui n'avaient rien signalé parce qu'elles avaient dormi pendant tout l'incident. J'étais la première à être éveillée, la première à l'avoir vu descendre. Molly est venue l'après-midi et je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé. J'ai nettoyé la suie qu'il avait tracée sur le sol, j'ai remis les cadeaux sous le sapin, et je l'ai regardé déchirer le papier d'emballage avec cette joie que seuls les enfants peuvent avoir le matin de Noël. Mon ex-mari a remarqué quelque chose quand il l'a déposé. Il m'a demandé si je me sentais bien, a dit que j'avais l'air pâle, mais je lui ai simplement dit que je n'avais pas bien dormi. Il m'a fallu 3 jours pour arrêter de sursauter à chaque petit bruit dans la maison. J'ai fait venir un serrurier pour installer un chapeau de cheminée avec un cadenas robuste, le genre qui se visse directement dans la maçonnerie. J'ai aussi acheté un système de sécurité, le type avec des caméras et des capteurs sur chaque porte et fenêtre. Et je n'ai pas dormi une nuit complète depuis ce matin-là. Parfois, je pense encore à son visage dans l'embrasure de la porte de la cuisine,
ce regard d'agacement modéré, comme si j'étais juste un obstacle entre lui et ce qu'il voulait. Je pense à la facilité avec laquelle il a dit « Il ne t'arrive rien », alors que ses yeux racontaient une histoire complètement différente. Et chaque réveillon de Noël maintenant, peu importe à quel point il fait froid dehors, je laisse le registre de ma cheminée bien fermé et je vérifie 2 fois les verrous avant d'aller me coucher. Molly me demande toujours de laisser les lumières du sapin allumées toute la nuit, et je le fais toujours pour elle. Mais je reste assise dans le salon jusqu'à l'aube, regardant la lueur se refléter sur les murs, écoutant les sons qui ne devraient pas exister. Quiconque vit dans une petite ville sait que certains rythmes deviennent une partie de votre vie, que vous le vouliez ou non. Quand je me suis installé à Bignton Falls 5 ans après la finalisation de mon divorce, je pensais que la prévisibilité me rendrait fou en moins d'1 mois. Au lieu de cela, j'ai commencé à remarquer des choses. Des petites choses, comme le fait que la vieille Beverly Hutchkin, en face de chez moi, avait toujours ses lumières de Noël programmées pour s'éteindre exactement à minuit, chaque nuit, de Thanksgiving au Nouvel An. Elle était méticuleuse à ce sujet d'une manière qui semblait presque obsessionnelle. Mais c'était Beverly, une enseignante à la retraite, veuve depuis 12 ans. Le genre de femme qui portait encore des bas nylons pour faire ses courses et gardait sa pelouse taillée comme si elle attendait un photographe de magazine. Nous n'étions pas proches, mais nous étions voisins. Elle m'avait salué depuis son Porsche quand je rentrais de l'entrepôt vers 18h. Je l'aidais à porter ses courses quand je la voyais lutter avec ses sacs. C'est comme ça que ça marche dans des endroits comme celui-ci. Le réveillon de Noël 2024 était étrangement doux pour le Massachusetts. Une de ces nuits d'hiver bizarres où l'on pouvait presque sentir le sol dégelé. J'avais passé la soirée chez ma sœur dans la ville voisine, mangeant trop de jambon et faisant des conversations gênées avec la famille de son mari. Je suis rentré vers 23h30, fatigué et prêt à m'effondrer. Je me souviens m'être garé dans mon allée et avoir vu la maison de Beverly de l'autre côté de la rue, absolument couverte de ces vieilles ampoules multicolores. Elle les avait accrochées le long de chaque avant-toit, enroulées autour des colonnes du porche, délimitant ses fenêtres. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'une carte postale des années 1950. Les lumières étaient toujours allumées, mais cela avait du sens puisque minuit n'avait pas encore sonné. Je suis entré, me suis brossé les dents et me suis écroulé dans mon lit en faisant défiler des choses sans importance sur mon téléphone. À un moment donné, je dois m'être assoupi parce que quand je me suis réveillé en sursaut, j'avais le couret et mon téléphone était tombé par terre. Je l'ai attrapé et j'ai vérifié l'heure. 3h14 du matin. La maison était sombre à l'exception de la lumière de la rue filtrant à travers les rideaux de ma chambre. Et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait me redresser complètement. À travers l'écart des rideaux, je pouvais voir la maison de Beverly. Chaque lumière de Noël était toujours allumée. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était endormie et avait oublié de régler la minuterie. Mais Beverly n'oubliait pas ce genre de choses. Elle était du genre à avoir des sauvegardes pour ses sauvegardes. Je suis resté là pendant peut-être 10 minutes, essayant de me convaincre que ce n'était rien, qu'elle avait probablement juste décidé de les laisser allumer pour le matin de Noël ou quelque chose comme ça. Mais plus je fixais ces lumières scintillant à travers ma fenêtre, plus cela me semblait incorrect. Pas surnaturellement incorrect, juste incorrect de cette manière viscérale quand vous savez que quelque chose ne va pas dans la routine d'une personne. J'ai finalement enfilé un jean et le même pull que j'avais porté plus tôt, et je suis sorti. La rue était complètement morte. Aucune voiture, aucun son à part un chien qui aboyait quelque part à 3 pâtés de maison. Quand j'ai traversé la rue et me suis approché de la maison de Beverly, c'est alors que je l'ai entendu. De la musique. De la musique de Noël, mais montée si fort qu'elle déferlait dans le jardin. Une chorale chantant des nuits silencieuses, sauf qu'il n'y avait rien de silencieux à ce sujet. Le volume était presque agressif, comme si quelqu'un avait tourné tous les boutons au maximum et s'était éloigné. Je me suis tenu sur son allée pendant une seconde, essayant de comprendre quoi faire. La lumière du porche était allumée, comme toujours, et à travers la grande fenêtre avant, je pouvais voir son salon. Le sapin de Noël dans le coin était allumé, ces vieilles lumières à bulles qu'elle avait probablement achetées dans les années 70. Tout semblait normal à part la musique. J'ai monté les 3 marches de son porche et c'est alors que je l'ai vue. La porte d'entrée n'était pas complètement fermée. Elle était ouverte d'environ 5 cm, juste assez pour que la serrure ne prenne pas, et quand je me suis approché, j'ai pu sentir l'air chaud s'échapper dans la nuit. Ma première pensée a été qu'elle s'était fait cambrioler, que quelqu'un était entré par effraction et lui avait fait du mal. Ma deuxième pensée a été que je devrais appeler les flics et ne pas entrer,
mais vous savez comment c'est quand vous êtes là, dans le moment. J'ai appelé son nom à la place. Beverly, Mademoiselle Hutchkin. Rien, à part cette chorale hurlant sur la paix sur terre. J'ai poussé la porte un peu plus large, juste assez pour passer ma tête et j'ai appelé à nouveau. La maison sentait le pain et autre chose, quelque chose de sucré. De la cannelle, peut-être, ou de la muscade. Le couloir était vide, la musique venant de quelque part plus profond à l'intérieur. Je suis entré complètement, laissant la porte ouverte derrière moi au cas où j'aurais besoin de m'enfuir. La musique venait de la cuisine. Je pouvais le dire maintenant, l'un de ces vieux lecteurs CD, probablement coincé en répétition. Je me suis déplacé lentement dans le couloir, passant devant les escaliers et l'entrée du salon. Et quand j'ai tourné le coin vers la cuisine, je me suis arrêté net. La table était mise pour le petit déjeuner. Pas juste mise, mais arrangée comme si elle attendait des invités. 2 assiettes, 2 tasses à café, 2 serviettes en tissu pliées en triangle. Il y avait une assiette de petits pains à la cannelle au centre, ceux de la boulangerie de l'avenue Lexington, encore dans leur boîte en carton. L'une des tasses contenait du café, et quand j'ai touché la céramique, elle était à peine tiède, comme si quelqu'un l'avait versée peut-être 30 minutes plus tôt et l'avait simplement laissée. L'autre tasse était vide et propre. Sur le comptoir, la cafetière était toujours allumée, la carafe à moitié pleine, la lumière du brûleur rougeoyante. Je l'ai éteinte sans réfléchir, une réponse automatique à voir quelque chose laissé en marche. C'est alors que j'ai remarqué le lecteur CD sur le dessus du réfrigérateur, l'un de ces vieux boombox des années 90. Les mêmes 3 chansons passaient en boucle, et le bouton de volume était tourné à fond. J'ai tendu la main et je l'ai éteint, et le silence qui a suivi était d'une manière ou d'une autre pire que le bruit. Je pouvais entendre le réfrigérateur bourdonner, l'horloge sur le mur tic-taquer, ma propre respiration. J'ai appelé à nouveau, plus fort cette fois-ci. « Beverly, es-tu là ?» C'est moi, d'en face. Ma voix sonnait étrange dans la maison silencieuse, trop forte et trop fine en même temps. J'ai traversé le rez-de-chaussée, vérifiant le salon, la salle à manger, la petite salle de bain sous l'escalier. Rien. Aucun signe de lutte. Aucun meuble renversé. Aucune fenêtre brisée. Tout était net et à sa place sauf que Beverly avait disparu et sa porte était ouverte et son café refroidissait sur la table de la cuisine. Je suis monté à l'étage, mon cœur battant maintenant, m'attendant à moitié à la trouver effondrée dans la salle de bain ou pire. Mais la chambre était vide. Le lit était fait avec une précision militaire. La salle de bain était impeccable. J'ai même vérifié les placards, me sentant ridicule et terrifié en même temps. Quand je suis redescendu, je savais que je devais appeler quelqu'un. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Et quand la standardiste a répondu, j'ai essayé d'expliquer la situation sans avoir l'air insensé. La porte de ma voisine est ouverte et elle n'est pas chez elle et quelque chose ne va vraiment pas, la femme à l'autre bout était calme, me posant des questions de cette manière exercée qu'ils font. Étiez-vous entré? Oui. Aviez-vous vu des signes d'effraction? Non. La voisine était-elle âgée? Oui. 79 ans. Aurait-elle pu aller rester avec sa famille? Peut-être. Mais sa voiture était toujours dans l'allée. J'ai vérifié par la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le garage détaché et sa vieille Buick était garée là, derrière la porte en verre. La standardiste m'a dit d'attendre dehors et que des officiers étaient en route. Je suis retourné sur le porche et je me suis tenu là sous ces lumières de Noël flamboyantes, regardant la rue vide et essayant de comprendre ce que j'avais vu. Cette table de petit déjeuner continuait de se rejouer dans mon esprit. 2 assiettes. Pourquoi 2 assiettes? La police est arrivée peut-être 15 minutes plus tard. 2 voitures de patrouille roulant dans la rue avec leurs lumières éteintes pour ne pas réveiller tout le quartier. 4 officiers au total. Et j'en ai reconnu un du magasin de bricolage, un gars nommé Jeff quelque chose qui achetait toujours la même marque de gants de travail. J'ai tout expliqué à nouveau pendant qu'ils parcouraient la maison avec des lampes torches et même si toutes les lumières étaient allumées. Ils y sont restés peut-être 20 minutes et quand ils sont sortis, le plus âgé, un sergent aux cheveux gris et à la moustache épaisse, m'a demandé quand j'avais vu Beverly pour la dernière fois. Je lui ai dit hier après-midi vers 16h quand elle rentrait ses courses. Il a noté cela dans un petit carnet. Puis il a demandé si je savais quelque chose sur ses visiteurs récents ou si elle avait mentionné aller quelque part. J'ai dit non, que nous ne parlions pas beaucoup au-delà de bonjour et de conversations sur la météo. C'est alors que la jeune officier,
Une femme aux cheveux tirés en arrière a mentionné quelque chose qui a fait se resserrer ma poitrine. Elle a dit que quelques voisins avaient signalé avoir vu Beverly se disputer avec quelqu'un dans son allée 2 jours plus tôt, le 23 décembre. Un homme. Il ne savait pas qui. Le sergent m'a demandé de rester dans le coin au cas où ils auraient d'autres questions. Alors, je me suis assis sur mon porche de l'autre côté de la rue pendant qu'il passait des appels et prenait des photos et faisait tout ce que la police fait sur une scène de crime potentiel. Plus de voitures sont arrivées à mesure que le soleil commençait à se lever, des voitures non marquées cette fois-ci. Des détectives, j'ai supposé. Vers 7 heures du matin, la moitié de la rue était éveillée et se tenait dans leur jardin en peignoir, essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai vu Janet Carmichael, de 3 maisons plus loin, parler à un des officiers, pointant vers la maison de Beverly et gesticulant avec ses mains. L'officier notait tout. Vers 8 heures, un des détectives, un gars à l'air fatigué dans la cinquantaine portant une chemise habillée froissée, est venu et m'a demandé s'il pouvait me parler à l'intérieur de ma maison. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et il s'est présenté comme le détective Marsh. Il m'a posé les mêmes questions que les premiers officiers, mais plus détaillées cette fois-ci. Beverly avait-elle de la famille? Je ne savais pas, semblait-elle déprimée ou confuse dernièrement? Pas que je l'ai remarqué. Avais-je déjà vu quelqu'un lui rendre visite régulièrement? Juste le gars qui tondait la pelouse en été et quelqu'un qui ressemblait à un neveu, peut-être 1 ou 2 fois. Puis Marsh m'a parlé de l'homme dans l'allée. Je lui ai dit que je n'avais rien vu, que je travaillais jusqu'à 18 heures la plupart des jours et que je devais l'avoir manqué. Il a hoché la tête et a feuilleté son carnet. Et c'est alors qu'il m'a dit quelque chose qui a fait que tout s'est mis en place d'une manière horrible. L'homme avec qui Beverly s'était disputé avait été identifié par 3 voisins différents. Il s'appelait Colin Pritchard et c'était pratiquement de la royauté à Byington Falls. Il possédait la plus grande entreprise de construction du comté, faisait des dons à chaque événement caritatif, avait entraîné la petite ligue pendant 15 ans, le genre de gars que tout le monde appelait un pilier de la communauté. Lui et Beverly avaient une sorte de dispute concernant un problème de limite de propriété remontant à 6 mois. Son entreprise construisait un nouveau lotissement sur le terrain derrière la maison de Beverly, et elle se battait contre les permis de zonage, affirmant que la construction empiétait sur son terrain et détruisait les vieux chênes qu'elle avait plantés avec son mari des décennies plus tôt. Marsh a dit que la dispute de 2 jours plus tôt s'était suffisamment envenimée pour que quelqu'un ait failli appeler les flics, mais Beverly les avait écartés et était rentré. Pritchard était parti en colère, selon les témoins. Je me suis assis là à assimiler cela pendant que Marsh me regardait attentivement. Il m'a demandé si j'avais déjà eu des interactions avec Pritchard, et j'ai dit non, que je l'avais vu en ville, mais que je ne lui avais jamais parlé. Marsh m'a remercié et est parti, et j'ai passé le reste de la journée de Noël à regarder les voitures de police aller et venir depuis ma fenêtre. Ils ont amené des chiens renifleurs vers midi. Je les ai regardés travailler dans le jardin de Beverly et la zone boisée derrière sa propriété, leur maître les faisant marcher en grille soigneuse. Les chiens ont marqué quelque chose près de la lisière des arbres, et soudain, il y avait plus d'officiers là-bas, délimitant des zones avec du ruban jaune. Mon téléphone a sonné vers 15 heures. C'était ma sœur qui demandait si j'allais bien, disant qu'elle avait vu quelque chose sur Facebook à propos d'une femme disparue à Byington Falls. Je lui ai dit que j'allais bien et que je l'appellerais plus tard. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ces 2 assiettes sur la table. Beverly attendait-elle Pritchard? Était-il revenu le réveillon de Noël pour discuter? Et quelque chose avait mal tourné? La vérité est sortie morceau par morceau au cours de la semaine suivante, et c'était pire que ce que j'avais imaginé, mais aussi exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'une petite ville, couvrant pour l'un des leurs jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Les chiens avaient trouvé l'écharpe de Beverly dans les bois ainsi que de la terre perturbée qui avait conduit les chiens renifleurs de cadavres à une tombe peu profonde à 30 mètres dans les bois derrière sa propriété. Ils ont trouvé son corps le 27 décembre. Le médecin légiste a déterminé qu'elle avait été tuée par un traumatisme crânien contondant, probablement dans sa propre allée avant d'être traînée dans les bois. L'histoire de Pritchard s'est effondrée en moins de 48 heures. Des images de sécurité d'une caméra ring d'un voisin montraient son camion garé dans la rue à 23h30 le réveillon de Noël. Les enregistrements téléphoniques montraient que Beverly l'avait appelé ce soir-là, probablement en essayant une dernière fois de régler le différend de propriété avant les fêtes. Des témoins sont venus dire qu'ils l'avaient entendu au bar le 23 décembre, ivre et râlant contre cette vieille femme qui gâchait tout et comment il s'en occuperait lui-même. Il a été arrêté le 29 décembre dans son bureau, entouré de photos de lui serrant la main du maire et coupant des rubans lors d'événements caritatifs.
Le procureur a dit qu'il avait probablement paniqué pendant une autre dispute, l'avait frappé avec quelque chose, peut-être un morceau d'équipement de construction de son camion, puis avait passé des heures à essayer de couvrir ses traces. La table du petit déjeuner, ont-ils conclu, était une tentative de paix de Beverly. Elle avait probablement invité Pritchard le matin de Noël pour discuter civilement, ne sachant pas qu'il avait déjà décidé que la violence était plus facile que le compromis. Le procès a eu lieu à l'automne 2025, et je n'y suis pas allé. J'en ai lu dans le journal comme tout le monde. La défense de Pritchard a essayé de le présenter comme un accident, un malentendu tragique entre voisins qui avait dégénéré. Le jury n'a pas été convaincu. Il a écopé de 25 ans à perpétuité, et le juge a tenu à dire qu'aucun montant d'argent ou de statut communautaire ne place quelqu'un au-dessus de la loi. Le journal local a publié des éditoriaux sur la nécessité pour Binton Falls de regarder de près ce qu'elle choisit de faire confiance et d'élever. Mais vous savez comment ces choses se passent. 6 mois plus tard, les gens parlaient déjà du fils de Pritchard reprenant l'entreprise de construction et de la façon dont la famille avait suffisamment souffert. Quelqu'un a lancé une collecte de fonds pour ses appels juridiques. C'est comme ça, les petites villes. Le pardon vient plus facilement pour certains que pour d'autres, surtout quand ils ont le bon nom de famille et suffisamment de gens qui leur doivent des faveurs. Je vis toujours en face de la maison de Beverly. Son neveu l'a vendue au printemps, et un jeune couple avec 2 enfants a emménagé à l'été. Ils l'ont repeinte en gris et ont enlevé toutes les vieilles décorations de Noël, les remplaçant par ces lumières en forme de glaçons qui ont l'air froides et modernes. Je ne leur ai pas dit ce qui s'était passé là. Ils semblent heureux et peut-être que c'est suffisant. Mais chaque Noël, quand je vois des lumières sur les maisons du quartier, je pense à Beverly et à ses ampoules multicolores flamboyant à 3 heures du matin, et à cette musique en boucle sans fin dans sa cuisine vide. Je pense à la façon dont elle avait passé tout ce temps à essayer de sauver ces vieux chênes que son mari avait plantés, à essayer de protéger quelque chose qui comptait pour elle, et à la façon dont quelqu'un a décidé que son confort valait plus que sa vie. Le différend de propriété a été résolu après sa mort. Bien sûr, l'entreprise de construction a obtenu ses permis, le lotissement a été construit, et les chênes ont été abattus. Passez par là maintenant, et vous ne sauriez même pas qu'ils existaient. C'est cette partie qui me touche le plus. Elle est morte pour des arbres qui ne projettent même plus d'ombre. Tuée par un homme que tout le monde pensait être un bon gars, jusqu'au moment où ils n'ont plus pu faire semblant. Je ne salue plus les voisins comme avant. Je garde la tête baissée et ma porte verrouillée, et je fais attention quand la routine de quelqu'un change, parce que c'est ça, avec les petites villes où tout le monde connaît tout le monde. Parfois, les monstres sont ceux qui coupent des rubans lors d'événements caritatifs et entraînent vos enfants, et personne ne veut le voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard.